Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. 0826 300 300 si vous voulez intervenir dans le débat qui va suivre. Et si nous parlions d'Europe, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que dans cette élection européenne, nous sommes tout près maintenant, puisque nous sommes le 2, nous votons le 9 juin. Donc nous sommes tout près du vote. L'élection européenne. On parle peu d'Europe. Eh bien, nous allons parler d'Europe ce matin. Nous allons aussi regarder rapidement l'actualité de ces dernières heures. Mais nous allons parler d'Europe parce que j'y tiens. Plus d'Europe, moins d'Europe, quelle Europe ? Nous allons voir ça avec nos deux invités. Et je suis très heureux d'organiser ce petit débat. Petit débat, non, parce qu'il va durer jusqu'à 10h. Par ordre alphabétique, Céline Imard, qui est deuxième sur la liste LR de François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Et Aurore Lalucq, qui est députée européenne sortante et quatrième sur la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci d'être là toutes les deux pour débattre ce matin. D'abord un mot sur l'actualité. L'actualité, tiens, vous concerne, puisque hier, 1er mai, Raphaël Glucksmann était allé soutenir les salariés de Carrefour, de Casino, pardon, pas Carrefour. Casino. Bon, quoique Carrefour va reprendre une partie de Casino, donc bon, de Casino à Saint-Étienne, et le voilà. Il veut participer évidemment au défilé du 1er mai, et le voilà exfiltré, insulté, menacé, par qui ? Par des militants d'extrême gauche, mais aussi par un suppléant d'une candidate LFI, oui, aux législatives, et aussi par des jeunes communistes. Comment réagissez-vous ce matin ? Écoutez, c'est un drame pour la gauche. c'est très triste pour la gauche, ce qui s'est passé hier. C'est très triste pour le débat démocratique. C'est très triste pour les Français. C'est très triste pour le 1er mai. Je vais vous dire, Raphaël Glucksmann, comme vous le savez, a dénoncé et alerté depuis longtemps sur la menace que représentait Vladimir Poutine, sur la menace que pouvait représenter aussi la Chine, les ingérences qu'il pouvait y avoir dans notre pays et sur notre continent. Donc, à vrai dire, on est habitué à avoir un certain nombre de menaces. On a vu aussi que les services de l'État nous ont alertés sur le fait qu'il y avait une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux orchestrée par la Chine. Donc, on est habitué quelque part à tout cela. Mais néanmoins, je dois avouer que je suis, tout à fait attristée par ce qui s'est passé hier. Mais encore une fois, Raphaël a des ennemis qui sont, disons, un peu plus importants que 50 militants ultra-violents qui voulaient faire le buzz. Qui voulaient faire le buzz. C'est à LFI ? Disons clairement les choses. Est-ce que c'est téléguidé ? Est-ce que c'est nourri ? Est-ce que dans les esprits, c'est nourri ? C'est nourri par les discours de Jean-Luc Mélenchon ou autres, oui ou non ? Écoutez, moi, ça fait plusieurs semaines que je suis inquiète, pour tout vous dire, par toute une petite musique que je vois sur les réseaux sociaux. Et je dois avouer que hier, ce que j'ai entendu dans la bouche de certains militants, tu n'appelles pas au cessez-le-feu, Raphaël, tu es un social traître, Raphaël, etc., c'est effectivement ce que je lis sur les réseaux sociaux. Et j'appelle donc les responsables politiques de tous les partis dans ce pays à cesser d'alimenter cette petite musique délétère, car nous sommes pour le cessez-le-feu, Raphaël Glucksmann l'a toujours dit, car nous avons toujours porté des mesures sociales. Il faut faire montre aujourd'hui de responsabilité. Il faut que les dirigeants, tous les dirigeants politiques de ce pays aujourd'hui fassent montre de responsabilité, parce que ce qui s'est passé hier est une honte et un drame pour le pays. Jean-Luc Mélenchon qui dit, Glucksmann en profite pour nous accuser. Bien, Céline Imard, comment voyez-vous cet incident de campagne ? Non, mais évidemment, nous condamnons très fermement. On ne peut pas s'en prendre de quelque manière que ce soit un élu, un personnage public, à un candidat. Là-dessus, on est sans ambiguïté. Et on est sans ambiguïté aussi sur beaucoup de choses. Notamment, on parlait aujourd'hui de la NUPES. Donc, c'est une coalition avec laquelle le Parti Socialiste a gouverné en France jusqu'à fin 2022, jusqu'en décembre dernier. De la NUPES. Donc aujourd'hui, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ceux qui crient au déni de démocratie en disant qu'on interrompt des meetings de Madame Rima Hassan, ceux qui crient au déni de démocratie
démocratie ici, et puis qui s'en prennent à des élus d'une coalition avec laquelle ils ont gouverné. Donc si vous voulez, tout ça appartient à une même caste aujourd'hui de gauche, et la NUPES vraiment fait honte au débat démocratique. Et nous, on est sans ambiguïté aussi, je dois le dire, sur Israël, puisque vous avez le Parti socialiste a publié un communiqué qui dit qu'il faut cesser de livrer des armes à Israël. Aujourd'hui, non seulement nous avons été sans ambiguïté sur les attentats du 7 octobre, parce que nous avons clairement dit, et là, contrairement aussi à la NUPES de l'époque, et en tout cas à LFI, que le Hamas était une organisation terroriste, et il nous semble que ce communiqué est choquant. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dénier à Israël le droit de se défendre. Israël est dans une région géopolitique extrêmement instable. Donc on doit l'aider militairement, par la livraison d'armes. Ce n'est pas en tout cas un parti politique de dire aujourd'hui, par un communiqué, Israël n'a pas le droit de se défendre. Non, mais vous avez une position. C'est une position française. Est-ce que c'est votre position ? Aujourd'hui, notre position est claire. Israël a le droit de se défendre. Oui, non, elle est menacée de toutes parts. Non, mais il faut être très clair. Mais en lui livrant des armes ? Mais ça en l'aidant à se défendre ? Mais bien sûr, il faut que aujourd'hui, Israël a des alliés. On est dans un monde où il faut la France doit lui livrer des armes. En tout cas, la France ne peut pas se prononcer aujourd'hui contre la nécessité de désarmer Israël. Ce n'est pas la France doit lui livrer des armes, voilà. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, il faut qu'Israël soit désarmé. Donc ça, c'est très clair. Et là-dessus, on est sans ambiguïté depuis le début. Vous voyez ce que vous venez de faire, madame ? C'est exactement tout le problème que nous avons aujourd'hui dans le débat politique et public et démocratique dans ce pays. Vous venez de faire des caricatures, vous venez de faire de la politique politicienne. Vous venez de dire que nous faisons... Je viens de montrer des faits, madame. Je viens de dire exactement ce que vous avez publié. Je ne vous ai pas coupé, madame. Vous venez de dire que nous avons fait partie de la NUPES. Non, Place Publique n'a jamais signé d'accord avec la NUPES. Les socialistes. Je fais partie de Place Publique, madame. Vous venez de parler de la question de la livraison d'armes et de notre position sur Israël. Tout comme certains nous reprochent une position fantasmée sur Gaza, comme quoi nous serions contre le cessez-le-feu. Pardon, mais notre position, elle a toujours été claire. Nous n'avons pas tremblé pour dénoncer le pogrom du 7 octobre. Nous avons toujours demandé la libération des otages. Je fais partie des députées européennes qui ont soutenu, grâce à une députée Renaissance, le fait de parrainer des otages israéliens. Mais oui, nous condamnons la politique de Netanyahou. Oui, nous condamnons le massacre des Gaza. Sur la question des livraisons d'armes, notre position, et Raphaël Glucksmann l'a toujours rappelé également, a toujours été claire. Nous sommes contre la livraison d'armes qui servent aujourd'hui à Gaza. Par contre, que Israël puisse se défendre, notamment de l'Iran, évidemment, nous ne sommes pas opposés. Donc nous avons toujours une position claire. Moi, je vais vous dire, je ne caricaturerai jamais vos positions. Ne faites pas la même chose. Par contre, ne faites pas de nos positions des caricatures, car sincèrement, dans notre pays aujourd'hui, l'heure est grave. Il faut cesser de faire du populisme. Bien, on va observer une petite pause. Je vais venir à l'Europe, avec l'Europe de la défense. Quelle Europe est-ce qu'il faut renforcer, créer, mobiliser en Europe, fabriquer des armes européennes ? On va en parler dans 2 minutes, juste après la pub, et puis nous aurons d'autres sujets évidemment sur les investissements, quelle Europe, les accords de libre-échange et le protectionnisme. Est-ce qu'il faut un patriotisme européen face à la Chine ? Le président chinois sera là la semaine prochaine. Tous ces sujets seront abordés dans ce débat dans 2 minutes. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Céline Imard avec nous, 2e sur la liste LR de François-Xavier Bellamy, Aurore Lalucque, députée européenne, 4e sur la liste PS, Place Publique. Une question courte, une réponse courte s'il vous plaît mesdames, sur est-ce que la France doit reconnaître un État palestinien ? Oui, non ? Oui. Oui, sans problème. Et vous ? Une solution à 2 États peut être envisagée comme une solution diplomatique. Oui, mais s'il y a solution à 2 États, la France doit reconnaître l'État palestinien pour faire avancer vers une solution à 2 États. Si c'est solution négociée, c'est tout à fait envisageable. Bien. La défense européenne, quelle défense ? Est-ce qu'il faut construire une défense européenne ? Aurore Laluque. C'est vital. C'est vital. Il faut qu'on puisse être en capacité de se défendre aujourd'hui. Regardez dans quelle situation on est aujourd'hui. On a la Russie qui attaque l'Ukraine
Et Vladimir Poutine, ne s'arrêtera pas si on ne l'empêche pas, si on ne l'arrête pas plus rapidement. De l'autre côté, on a les États-Unis qui risquent de tomber sous Trump. Et Trump a dit très clairement, à partir du moment où je serai au pouvoir, les Européens, vous serez tout seuls face à la Russie. Donc oui, il nous faut une défense européenne. Pas pour pouvoir attaquer, mais pour pouvoir se défendre. Tout comme il nous faut un fonds d'investissement pour qu'on soit en capacité de produire au niveau européen à hauteur de ce dont on a besoin. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont besoin de 10 fois, 100 fois plus de missiles. On n'est pas en capacité de leur fournir. Ensuite, il va falloir choisir les priorités. On est en France le 2e exportateur d'armes. Mais où elles vont ces armes en ce moment? Elles vont au Moyen-Orient, elles vont en Asie, alors qu'elles devraient aller en Ukraine. Il faut que l'Europe décide aussi de la priorité de où doivent aller les armes aujourd'hui pour nous défendre, pour notre sécurité. Elles doivent aller vers l'Ukraine. Madame Laluc, ce n'est pas à l'Europe de décider quelles sont nos priorités. La défense européenne est quelque chose à quoi nous sommes opposés. Il faut de la coopération de défense, qui construisent une défense européenne, mais en aucun cas la défense ne doit être européenne. La défense doit rester une prérogative nationale. Aujourd'hui, il est inenvisageable de déléguer à la décision européenne le fait de pouvoir engager des troupes sur notre sol. Mais il ne s'agit pas, de construire des armes, de fabriquer des armes. Construire des politiques communes de défense, des coopérations avancées pour pouvoir déployer nos forces de manière à ce qu'il y ait une coopération qui soit efficace, oui, mais construire une défense européenne, c'est-à-dire déléguer vraiment notre défense de manière à ce que ça devienne une politique commune, non. Et cette réponse, elle est assez symptomatique d'une fuite en avant fédéraliste qu'on observe de la part de votre camp sur plusieurs sujets, sur le fait de pouvoir donner plus de compétences sur la fiscalité, sur des votes à la majorité simple. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des politiques stratégiques que notre pays doit conserver. Ça n'empêche pas de construire une coopération, ça n'empêche pas de construire des outils communs qui font que l'Europe demain, effectivement, en cas de retrait de l'OTAN des États-Unis, peut-être, mais en tout cas, pour nous, c'est une coordination, mais ce ne doit en aucun cas être une défense unifiée. Avec une armée européenne. Mais le sujet n'est même pas tant l'armée européenne, qu'il nous faut des munitions. Il faut, vous savez, ça c'est français. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, non, on ne fabrique pas de munitions en France. Mais non, on fabrique. Malheureusement, on fabrique que des cartouches pour les fusils de chasse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? L'Europe a eu du mal à réagir en premier, c'est sûr. Mais après, il y a eu la Commission européenne a décidé de jouer un peu un rôle de centrale d'achat. Elle commandait les vaccins et elle disait on va les envoyer à tel endroit. Il nous faut la même chose en fait aujourd'hui sur les armes. Comment ça se fait que nous, la France, on envoie nos armes ailleurs qu'en Ukraine alors que le front est en difficulté en Ukraine? Mais parce que moi je n'ai pas envie sous le joug russe. Mais parce que la France est désarmée depuis des années, depuis des décennies sur le secteur de la défense. Rappelez-vous du général De Villiers qui claque la porte du gouvernement d'Emmanuel Macron en disant vous êtes en train vraiment de désarmer nos armées. Mais sur l'industrie, augmente il est parti à 1,9% du PIB et de très bas. Nous, ce que nous proposons, c'est très clair, c'est qu'aujourd'hui, le budget de défense doit être porté à 3% du PIB. Parce qu'effectivement, nous faisons face à des menaces extrêmement dramatiques sur notre continent. Et effectivement, aujourd'hui, si on est dans une guerre conventionnelle qui attaque la France, on a 3 jours, Monsieur Bourdin, 3 jours de munitions devant nous pour pouvoir répondre à cette menace. Donc aujourd'hui, oui, il faut remettre en route l'industrie de défense. On doit être dans un mode économie de guerre. Non seulement on est incapable de fournir les armes à l'Ukraine. Vous êtes proches l'une de l'autre. Là, je ne comprends pas votre position. Excusez-moi. Écoutez, tant mieux. Moi, je suis ravie que les socialistes se joignent à mes positions. Si vous êtes pour si vous voulez qu'il y ait de la production d'armes sur ce continent, mais il faut que ce soit décidé au niveau européen. Il faut que l'Europe dise les amis exportateurs d'armes, maintenant vos armes, elles vont aller vers l'Ukraine parce que le front, il est là. Mais c'est la France qui finance la production d'armes chez nous. Notre sécurité, elle se joue là aujourd'hui. Et nous, on propose un fonds européen. C'est illusoire de penser que la France va pouvoir faire face seule à Poutine et à Trump. Bon, alors j'ai une dernière question sur la défense. Est-ce que la dissuasion nucléaire française est un élément incontournable de la défense du continent européen? Oui, non. C'est une question ambiguë, mais qui est en même temps claire. Alors, Céline Imard. La dissuasion nucléaire, aujourd'hui, est une arme et un outil français. Oui. Elle doit rester française. Que ce soit dans la décision... Donc, ne jamais être utilisée si un État européen est envahi, par exemple. Ce n'est pas la configuration dans laquelle la France a développé sa souveraineté de défense. Donc, la force de la dissuasion nucléaire, c'est l'ambiguïté, on le sait. Tout à fait. Et moins on en dit, mieux c'est. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce débat a été mis sur la table, mais c'est comme l'envoi des troupes françaises. Ouais.
Pourquoi mettre ces Personne débats-là? n'a jamais voulu envoyer une troupe française mais en jamais. Ukraine. En fait, voilà, typiquement, voyez. En fait, c'est un coup de. Ce sont des coups de communication médiatique. politique, et c'est fatigant sur des débats qui sont aussi importants que ce qui joue aujourd'hui, qui est la sécurité des Européens et donc des Français. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord toutes les deux, là? Semblerait-il, oui. Vous êtes d'accord contre le gouvernement et contre Emmanuel Macron, si j'ai bien compris. Là, vous êtes d'accord, puisque vous êtes deux opposantes au pouvoir en place. Dites-moi, les investissements au niveau européen, il faut multiplier les investissements. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas très. Est-ce que tout à l'heure, Aurore Lalucq parlait de fonds pour. On peut imaginer des fonds aussi pour, je sais pas moi, pour une meilleure politique numérique, pour des investissements dans les nouvelles technologies, de fonds européens. Vous êtes d'accord? Mais on peut imaginer plein de fonds. Moi, j'ai toujours plein d'idées pour avoir plein de fonds et essayer de vraiment remettre de la ressource publique européenne dans plein de secteurs stratégiques. Mais l'Europe, c'est une chance pour la France ou pas? Mais écoutez, d'abord, l'Europe, il faut qu'elle se débureaucratise avant d'être une chance. Parce que la première chose, avant de créer des fonds qui vont être dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans des tas de secteurs stratégiques. C'est pour lutter contre la Chine et les États-Unis. Mais d'abord qu'elle se débureaucratise. Le coût de la norme aujourd'hui, la folie normative européenne, a un coût énorme, qu'il soit financier ou moral, sur la France qui travaille, sur les entreprises, sur les agriculteurs. Et moi, aujourd'hui, quand je vois qu'on cherche à créer des fonds, qu'on parle d'impôts européens, que les socialistes ont voté aussi pour créer de la dette commune européenne, qu'on ne sait pas comment on va rembourser en 2028, et là, la facture, personne ne sait qui va la payer. Moi, je dis d'abord, on débureaucratise. C'est-à-dire qu'au lieu de voter, comme l'ont fait tous les socialistes, tout ce qui va tuer l'agriculture, le farm to fork, dans la stratégie de la ferme à la fourchette, dont on sait qu'elle va faire baisser la production de 10 à 20% selon les filières, dont on sait qu'elle va augmenter les importations. Quand je vois les socialistes qui votent la directive IED sur les rejets polluants, ou sur, par exemple, une exploitation moyenne de porc chez moi, dans ma région, dans mon territoire, rien que sur les systèmes d'extraction de l'air, ça va lui coûter 50 000 €. Donc vous voyez, quand je prends dernier vote emblématique pendant le salon de l'agriculture le 28 février, Madame Lalucq et vos amis socialistes votent pour mettre en place un permis de conduire pour les agriculteurs pour qu'ils puissent conduire leurs tracteurs. Ouais, c'est fini, ça. Déjà, la première chose, avant ça a été repoussé, mais avant de parler d'investissement, avant de parler de nouvelles prérogatives ou de nouvelles dépenses publiques, commençons à faire baisser la pression, à redonner de l'oxygène moral et financier aux gens qui travaillent en Europe. Aurore Lalucq. Vous voyez, on n'est pas d'accord. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Je vais vous expliquer la situation. La réalité, c'est qu'on a une révolution industrielle qui est en cours en ce moment. Il y a une révolution industrielle qui est en cours, qui est la révolution industrielle verte. Sauf qu'elle se passe où en ce moment? Je vais vous le dire. Elle se passe en Chine. 60% de la chaîne des technologies vertes est détenue par la Chine. Et elle se passe où ailleurs? Elle se passe aux États-Unis. Parce que les États-Unis, eux, voyez-vous, ils ont mis de l'argent sur la table. Des milliards et des milliards, déploient à 1000 milliards, déploient à 400 milliards, et la etc. Chine et les États-Unis se moquent des règles du commerce international. Exactement. Et ils font du protectionnisme vert. Alors, quoi? On serait l'Europe qui est le continent de la révolution industrielle. Là, on nous propose quoi? De mettre en pause, de pas faire partie de cette révolution industrielle. Vous nous proposez un horizon de chômage, de déclassement et de désindustrialisation. Et moi, je m'y oppose fermement. Je veux sur ce continent un plan de réindustrialisation vert. Je veux sur ce continent que la commande publique favorise les entreprises et l'industrie européenne. Parce plus que de patriotisme et plus de protectionnisme. La désindustrialisation, c'est un drame. Et l'industrie, c'est ce qui paye le mieux sur ce continent. Et dans un pays où la pauvreté n'a jamais été aussi importante, c'est essentiel aujourd'hui de l'avoir de l'industrie. Donc voilà, moi je suis pour cette révolution, je suis pour garder l'industrie. La désindustrialisation est un drame et la délocalisation de notre agriculture est un drame. Alors plutôt que de taper en permanence sur les gens qui font la richesse de notre pays, que de proposer plus de taxes, plus d'impôts, plus de taxation, oui, il faut effectivement investir. Et là où est le drame, et là nous sommes d'accord sur le diagnostic, mais certainement pas sur les solutions à amener au problème. Mais le diagnostic aujourd'hui, c'est qu'on a perdu de la productivité. On a perdu des heures de travail. Et là, il faut redonner. Est-ce que la France peut investir seule ou est-ce qu'elle a besoin de l'Europe pour investir? On peut avoir des politiques communes d'investissement et ça, c'est fondamental. D'abord, redonner de l'oxygène, libérer les énergies, redonner un choc de compétitivité à ceux qui bossent et ensuite, effectivement, pouvoir réinvestir dans des secteurs stratégiques. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, avec le droit de la concurrence, il est urgent de le repenser parce qu'on a du mal à créer des champions nationaux. Moi, quand je vois des entreprises de l'intelligence artificielle qui travaillent sur la révolution verte, sur la chimie verte, sur beaucoup de nouvelles solutions qui peuvent à la fois
décarboner notre production et à la fois redonner de l'oxygène aux habitants du pays, je vois qu'aujourd'hui, les votes au niveau de l'Europe, leur mettent plus de contraintes. Ils nous disent, on a des entreprises d'intelligence artificielle qui nous disent aujourd'hui, pour être mises en marché à l'Europe, quand on arrive au bout de 3 ans de procédure à avoir un marché français, il faut qu'on refasse 26 fois la même chose pour avoir accès au marché européen. Alors, dans le domaine de l'intelligence artificielle, la France est en avance en Europe, il faut le savoir. Tout ne va pas si mal. Enfin, beaucoup de choses vont mal en France, mais au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau européen, nous sommes les premiers aujourd'hui. Mais bon, très bien. Donc, ce qui vous sépare, si j'ai bien compris, vous êtes d'accord pour des investissements européens. Je sais pas. Moi, j'ai pas compris quel était le montant que vous proposiez. J'ai pas compris quel plan d'investissement proposé. Puis, je vais vous dire quelque chose. J'ai pas compris qui paye. Parce que je vais vous dire, sur ce continent, l'argent, il y en a. Et je vais vous dire aussi quelque chose, et les auditeurs doivent le savoir. Aujourd'hui, les milliardaires dans ce pays ont un taux de taxation qui est inférieur aux classes moyennes. Voilà quelle est la réalité. Et c'est pour ça que nous, avec d'ailleurs des millionnaires qui veulent être taxés, on a déposé une initiative citoyenne européenne au niveau européen, donc 1 million de signatures, et la Commission européenne doit nous faire une proposition, c'est une obligation, sur la taxation des super riches. Et vous savez quoi, avec la taxation des super riches? Ils s'y opposent au Parlement européen. Les socialistes, vous ne changerez jamais. Les milliardaires ne payent plus d'impôts, madame. Toujours des super idées pour faire des super profits, pour faire des super taxes et pour super enquiquiner les Français qui bossent. Moi, je pense qu'il faut libérer les énergies. Et si l'Europe doit faire des investissements communs, elle doit le faire de manière stratégique et non pas aujourd'hui par des normes, des accumulations de normes. Et stratégiquement, là où on doit investir sur nos projets, vous me dites qui paye. Mais c'est bien la question que je vous pose. Qui paye? Aujourd'hui, il faut avoir une vision stratégique sur des secteurs. On est incapable d'avoir la France est incapable d'investir. Ses finances publiques sont au plus bas. Mais la PAC est le premier budget. Oui. Regardez l'agriculture. Le premier budget de l'Europe aujourd'hui, c'est le budget de la politique agricole. Et comment est-il utilisé? L'Europe incapable, telle qu'elle fonctionne actuellement, d'avoir une vision stratégique sur l'agriculture, sur le fait de garder nos producteurs, de leur donner des outils, de leur donner de l'oxygène. Qui en bénéficie le plus en Europe? Par exemple, nous, la France, 9 milliards d'euros reviennent à l'agriculture. Oui. Mais ça reste de la politique avec un petit p. La politique avec un petit p, c'est celle qui dit à des agriculteurs, vous avez 46 pages de règles à accomplir pour pouvoir toucher la PAC. Madame. Et on a perdu la stratégie d'avoir une vision agricole qui produit, d'avoir une vision agricole qui puisse éventuellement répondre à la décarbonation, au défi de la décarbonation de nos industries. Excusez-moi, madame, je propose pas des normes. Je propose un plan d'investissement. Mais vous en votez? Je propose un plan d'investissement pour recréer de l'emploi, comme j'ai fait pendant tout ce mandat. Ensuite, je vais vous dire quelque chose. Vous trouvez normal, vous, que le travail soit plus taxé que les dividendes sur ce continent? Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, il faut alléger la fiscalité qui pèse sur le travail. Et c'est une des propositions très fortes que nous avons. Il faut augmenter la fiscalité, je suis désolée, sur les dividendes. Il faut augmenter la fiscalité sur les milliardaires que vous défendez contre les classes moyennes. Ces milliardaires qui ne payent plus d'impôts aujourd'hui. Moi, je suis très choquée que du côté de la droite, finalement, la valeur de travail ne semble plus... Vous avez abandonné complètement les classes populaires. Aujourd'hui, je suis désolée, mais sur la valeur travail, nous avons clairement des propositions fortes. Et il faut diminuer la différence, par exemple, entre le salaire brut et le salaire net. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous nous prononçons de manière extrêmement ferme. Et le travail et les gens qui travaillent aujourd'hui doivent être libérés des normes. Et il faut absolument leur redonner de l'oxygène. Ce n'est pas que sur les épaules des gens qui travaillent que doit reposer notamment la facture entière de notre modèle social. Et ce n'est pas en faisant de nouveaux impôts et de nouvelles taxes que nous créerons un paradis. Parce que sinon, la France serait déjà au paradis. La France est déjà le pays qui a le plus fort taux de taxes. Il faut augmenter le salaire net. Il faut augmenter le salaire net en le raccourcissant avec l'écart au salaire brut. L'écart entre le salaire brut et le salaire net est trop élevé dans ce pays. Les gens qui travaillent ne gagnent pas assez, n'ont pas un niveau de vie assez fort par rapport aux gens qui ne travaillent pas. Et il faut défendre la France qui travaille par un allègement des normes et par un choc de compétitivité. Bien, il est 9h45, on va observer une dernière pause. J'ai 2 questions encore juste après pour en finir. Ça passe très vite, hein. Vous l'avez constaté, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Aurore Laluc, vous avez voté contre le pacte asile et immigration, mais pourquoi empêcher l'entrée en Europe, aux frontières de l'Europe, n'était-ce pas une bonne solution? Je veux dire, il y a 2 lignes.
politique qui nous guide avec Raphaël Glucksmann. C'est la lutte contre l'indignité et laisser mourir des gens en mer, 50 000. C'est indigne. Mais empêcher l'entrée au port de l'Europe. Et c'est la question aussi de la désorganisation, du désordre. Et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que, en fait, quand des migrants arrivent, on s'occupe d'eux là où ils arrivent. En Grèce, en Italie, on a vu des choses terribles d'ailleurs. La proposition qui a été mise sur la table du côté européen ne permettait pas de répondre ni à cette question de l'indignité, c'est-à-dire qu'on ne sauvait personne, ni à cette question de comment être solidaire entre nous, comment organiser. Non, en fait, il y a un volet sur la solidarité européenne dans ce pacte en asile et réalité, migration. ça ne permettait pas justement de sortir de cette logique de Dublin. Nous voulons une solution européenne. Il faut que la solidarité européenne, on parle d'Europe depuis tout à l'heure et à quel point on doit s'organiser au niveau européen. Typiquement, ici, on en aurait besoin aussi. On est encore sur des grands concepts, là. La solidarité, l'indignité, mais la première lutte contre l'indignité. Parce que depuis 2014, il y a 30 000 personnes. 30 000 migrants dont le cimetière, c'est la Méditerranée. Et ça, c'est quelque chose à quoi vous avez largement contribué. Parce que le fait de dire aujourd'hui, les migrants, quand ils arrivent sur le sol européen, même s'ils rentrent de manière illégale, on sait très bien qu'ils ne morts dans la Méditerranée. Aujourd'hui, les migrants, madame. Mais vous nous accusez des 30 000 morts dans la Méditerranée, madame. Quand ils arrivent sur le sol européen, ils ne repartent pas. Et le fait de soutenir aujourd'hui que l'Europe doit être une terre d'accueil pour tout le monde, indirectement, c'est un appel d'air pour les migrants qui arrivent. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est extrêmement clair, c'est que ces personnes-là, il faut qu'elles demandent leur visa et leur accueil sur le sol européen depuis leur pays d'origine. Et si elles sont en guerre ou dans un pays menacé, depuis le pays voisin. Vous n'avez pas voté, vous non plus, le pacte mais nous ne asile et l'avons pas voté migration. parce qu'il prévoit... Je ne comprends pas toutes les deux. Vous êtes d'accord sans être d'accord, mais vous ne votez pas. Parce que le pacte asile et migration, de votre camp. il a 10 textes. En fait, il est séparé en 10 textes. Et il y a forcément des choses qui nous hérissent. Par exemple, la relocalisation obligatoire des migrants dans les différents pays européens, c'est quelque chose à quoi nous nous opposons. C'est de la solidarité nous ne sommes pas favorables à ce que, comme en France, on le fait aujourd'hui. Toute la charge de la migration au niveau européen, à l'Italie, à l'Espagne. Non, il faut absolument contrôler depuis le pays d'origine. C'est ça la proposition forte. C'est qu'aujourd'hui, on a des moyens aussi d'aider à ça. Nous, ce qu'on propose, c'est un choc de conditionnalité. Aujourd'hui, les personnes qui veulent rentrer sur le sol européen doivent demander depuis leur pays d'origine. Et si le pays ne veut pas se prêter au jeu, on a, vous savez, tout un système d'aide publique et de subventions qui sont accordées aux pays en voie de développement. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, elles se prêtent au jeu. Sinon, nous proposons de stopper les aides. Il faut qu'on puisse maîtriser nos flux migratoires. C'est une question de maîtrise de notre destin. Et un enjeu de civilisation, de sécurité, un enjeu économique et un enjeu de solidarité. Parce que si on continue à montrer des signaux positifs aux migrants, comme quoi ils peuvent arriver, et que de toute façon, quand ils arrivent, même de manière illégale, ils ne quitteront jamais notre sol, c'est un appel d'air qui fait aujourd'hui le business des passeurs et le cimetière de ces gens-là. Et ça, c'est indigne. Oh, la Luc. Oui, je ne vais pas revenir sur le fait que vous venez de nous accuser de participer au fait qu'il y ait des morts en Méditerranée, alors que ce qui est profondément inadmissible, madame. Et alors qu'en plus, nous avons toujours dit qu'il fallait sauver les gens en Méditerranée. Ensuite, il va falloir sortir d'une certaine forme d'hypocrisie. Ce que vous nous proposez, finalement, c'est quoi ? C'est que ce soit Erdogan qui s'occupe de notre politique migratoire ? Pardon ? Nous, on ne veut pas que des puissances qui nous sont défavorables gèrent notre politique, doit gérer ses frontières et elle doit maîtriser son destin sur le thème migratoire. Ensuite, je vais vous dire, il y a une réelle hypocrisie. Pourquoi ? Parce que des gens passent par la mer dans des conditions terribles, ils arrivent dans la rue, à la fin des fins, ils travaillent. Et à la fin des fins, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont régularisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un pan entier de l'économie qui a besoin d'eux. Regardez ce qui s'est passé en Italie. L'extrême droite est au pouvoir. Madame Meloni est au pouvoir. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Il n'y a pas plus européenne que Madame Meloni aujourd'hui. Elle a régularisé des centaines de milliers de migrants parce que la réalité, c'est que une partie de l'économie a besoin. Donc, moi, cette hypocrisie de il y a l'immigration zéro, etc., ça n'existe pas. Il faut des voies légales. Il faut des passeports, des visas de travail européens. Voilà ce qu'il nous faut. Il faut sortir de cette hypocrisie qui met tout le monde en danger et sortir aussi, je pense, de dire aujourd'hui qu'on va aller prélever les forces vives des pays en développement parce qu'on a besoin d'avoir des travailleurs. C'est parce que nous sommes incapables au niveau de nos politiques de remettre les Français au chômage au travail par tout un tas de systèmes. Donc aujourd'hui, en fait,
vous dites, il faut prélever les forces de travail de ces pays en voie de développement pour qu'elles viennent chez nous avec des voies légales. Non, moi je suis désolée. Il faut qu'on retrouve aujourd'hui. Mais vous ne changerez jamais. Vous ne changerez jamais. Plus d'impôts et France passoire. Mais nous, non. Nous pensons qu'il faut maîtriser notre immigration. Il faut maîtriser. Il faut aujourd'hui, et c'est une proposition très forte des Républicains, que l'Europe maîtrise avec ses frontières et que la France maîtrise ses frontières. Et nous proposons en France, notamment, d'avoir un débat au Parlement chaque année qui fixe des quotas. Nous devons pouvoir maîtriser notre immigration, les grands concepts de solidarité, de dignité. Maîtriser, mais ça ne fait pas une politique migratoire. Et c'est pour ça qu'au niveau européen, il est indispensable d'avoir une politique coordonnée. Et comme je vous le disais, choc de conditionnalité des aides publiques et demande obligatoire des visas depuis le pays d'origine, aussi au niveau européen. Je vais vous dire quelque chose, juste un point. On va remettre des chiffres, un seul chiffre. D'après Frontex, les personnes qui sont arrivées de manière irrégulière sur notre continent, c'est 380 000. On est un continent de plus de 450 millions. Donc je veux dire, il faut quand même un tout petit peu relativiser la situation et se dire qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est quoi ? C'est celle des salaires, c'est celle du pouvoir d'achat, et c'est celle de la justice fiscale, et c'est celle du travail, et que nous sommes pour augmenter les salaires. Vous avez 30 secondes chacune. 30 secondes chacune. C'est une question qui mériterait beaucoup plus, mais là, nous n'avons plus le temps. La GPA. Oui. Quelle est votre position ? C'est une question très intime, je pense, sur laquelle la société... Je pense que le débat, il n'est pas encore stabilisé. Moi, j'ai une position aujourd'hui, et je ne sais pas si ce sera la même dans quelques temps, après le débat public. Moi, je suis pour la GPA éthique, non commerciale. Mais je vais vous le dire sincèrement, je sais que chez les féministes, notamment, il y a un débat. Et voilà, moi, c'est ma position aujourd'hui. Elle est intime, elle n'engage pas ma liste. Et je pense que c'est un débat que nous devons avoir. C'est un débat de société extrêmement important. Mais pour l'instant, il n'est pas encore stabilisé. Céline Imard. Moi, je suis clairement contre la GPA parce que c'est quelque chose qui fait l'objet d'un contrat et qui marchandise le corps des femmes. Et je pense que le droit à l'enfant, même si je comprends complètement le désir d'enfant, doit passer après le droit de l'enfant. Et ça, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, l'enfance doit être une cause essentielle de notre engagement au niveau français, au niveau européen. Et le droit à l'enfant ne peut pas passer avant le droit de l'enfant. Bien, merci à toutes les deux. Merci d'être venues nous voir ce matin et d'avoir participé à ce face-à-face. Nous en organiserons d'autres avec d'autres, évidemment, candidats ou candidates sur l'antenne de Sud Radio. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous serez avec Gilles Gansman et Valérie Expert qui vont recevoir, je regarde, parce que je ne sais pas, mais je regarde, qui vont recevoir Louis Morin et Paul Labrosse. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.